qu'il faut bien évidemment utiliser. Privilégier le port journalier. Donc, les lentilles jetables journalières, mais ça peut poser en fait des problèmes de coût. Ou bien, comme on a vu donc avec l'entretien de lentilles de contact, privilégier les solutions d'entretien en peroxyde d'hydrogène avec neutralisation aux solutions multifonctions qui généralement associent plusieurs produits donc chimiques avec des concentrations variables et des concentrations qui peuvent être assez importantes. Beaucoup de larmes artificielles à faible viscosité bien évidemment et privilégier l'utilisation de l'acide hyaluronique. Donc ce sont des notions qu'on va répéter donc à plusieurs reprises pour que ça se fixe. Donc les effets indésirables non prévisibles, donc le problème d'allergie. Donc allergie aux lentilles de contact, c'est soit les lentilles de contact qui sont responsables d'allergie, donc avec la lentille tout son cortège de produits d'entretien et de dépôt, soit on va équiper des lentilles des patients qui sont allergiques, on va voir ça avec Dr Bnachour, mais sachez que la lentille c'est un vecteur d'antigènes, et on avait vu ça avec les dépôts, notamment les protéines, mais également avec les bactéries et pas mal d'autres dépôts, que ce soit cosmétiques ou même les composantes de produits d'entretien. Alors, l'hypersensibilité aux produits d'entretien, on l'a vu, donc comment ça va être responsable de complications cornéennes, d'altérations lacrymales et de souffrances de l'ensemble de composantes de la surface oculaire. Donc, si on a un patient qui est symptomatique, avec des signes cliniques assez importants, on peut en fait arrêter le port de lentilles de contact ou bien utiliser des solutions oxydantes sans conservateur ou la solution des lentilles jetables journalières. Les allergies, donc je ne vais pas empiéter sur ça, donc Dr Bnachour va vous présenter donc après le cours, mais sachez que les conjonctivites gigantopapillaires, ce n'est pas vraiment un mécanisme allergique comme toutes les autres conjonctivites allergiques que vous connaissez. Alors, on a vu quand même que la lentille de contact altère ou peut être responsable d'altération de la surface oculaire, mais il y a quand même des points positifs et on reste toujours optimiste avec les lentilles thérapeutiques, qui sont en fait une arme thérapeutique qu'on utilise tous les jours pratiquement pour donner une protection mécanique de la cornée contre l'action abrasive des paupières, les érosions par exemple récidivantes, dont les malpositions palpébrales, ou si on a des sutures palpébrales. On les utilise également pour leur effet bénéfique sur la cicatrisation, tout ce qui est ulcères traumatiques, après chirurgie réfractive, des plaies cornéennes ou même dans les petites micro-perforations comme vous voyez ici. Un effet antalgique très important lorsqu'on a un problème d'innervation cornéenne dans les différents types d'hydrostrophies ou dans la chirurgie réfractive, et l'hydratation et la protection. Et vous avez vu qu'en plus des lentilles thérapeutiques, on a les verres scléraux qui donnent vraiment des résultats magiques sur certaines maladies de la surface oculaire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire et j'introduis rapidement le cours de Dr Bnachour qui va vous expliquer d'une façon plus précise ce qu'on peut faire avec les patients qui présentent une allergie oculaire. À vous, Dr Bnachour. Merci, Dr Lajmi. C'est bien de rappeler la pathologie de surface oculaire en rapport avec les lentilles de contact. Et je passe aux allergies et lentilles de contact, comment gérer. Donc, je partage mon écran. Donc, pour introduire, je rappelle que l'allergie représente la 5e maladie mondiale, maladie chronique dans le monde, et la 3e chez les enfants. De nombreux patients allergiques ont également des amétropies. Donc, les amétropies et l'allergie sont très fréquents à l'échelle mondiale. Et ces patients désirent améliorer leur qualité de vie en portant des lentilles de contact qui sont plus pratiques, qui offrent une correction optique plus satisfaisante.
Les allergies oculaires et le port de lentilles de contact donc, concernent des populations de plus en plus grandes. Donc, comment va-t-on aborder ce sujet d'allergie et de lentilles de contact? De deux façons. Donc, il y a deux volets. Comment équiper un sujet allergique en lentilles de contact et comment gérer une allergie oculaire induite par le port de lentilles de contact. Devant une allergie oculaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer un interrogatoire détaillé. S'agit-il d'une atteinte qui a précédé le port de lentilles de contact ou concomitante? On va évaluer les paupières, le bord palpébral, on va évaluer les larmes, on complétera notre examen à la lampe à fente pour confirmer justement s'agit-il d'une conjonctivite allergique ou non. Et s'il s'agit d'une conjonctivite allergique, on va identifier la forme clinique. Si le doute persiste quant au diagnostic positif, les examens biologiques lacrymaux peuvent orienter et une orientation vers l'allergologue s'imposera pour terminer les explorations. Voilà, je rappelle les formes cliniques qu'on a déjà étudiées dans les séminaires précédents. Donc, il n'y a pas que l'allergie oculaire. Il y a des réactions d'hypersensibilité de la surface oculaire qui sont sous forme soit en rapport avec une allergie oculaire, soit immédiate et jus-médiée, soit non immédiate, non jus-médiée, et il y a les hypersensibilités non spécifiques. Donc, je rappelle que les allergies oculaires liées à une réaction d'hypersensibilité type 1 ou type 4, type 1 immédiate et jus-médiée sont les plus fréquentes qui touchent les tranches d'âge, surtout les enfants et les sujets jeunes, liées à la libération d'histamine. Leur expression aiguë est très bruyante et rapide. Le tableau clinique est fait de larmoiement, prurite, le syndrome irritatif que vous connaissez tous, rougeur, brûlure oculaire, les yeux sont collés, la sensation de corps étranger qui est plus ou moins importante. Et cette pathologie, généralement, elle associe souvent des manifestations extraoculaires à type de rhinite, d'asthme, d'eczéma et les différents types de conjonctivite diffèrent par l'allergène responsable, d'où l'intérêt de faire un bilan allergologique. Donc, vous connaissez les différents types d'allergies qui sont la conjonctivite allergique saisonnière, l'allergique perannuelle, la kératoconjonctivite vernale et la kératoconjonctivite atopique. Donc, on passe au deuxième type d'allergie oculaire non immédiate et non jus-médiée. Et on va parler essentiellement de la blépharoconjonctivite de contact qui touche essentiellement la paupière, le bord libre palpébral, plus ou moins la conjonctive. Et ici, un bilan étiologique doit être réalisé en cas de doute. Donc, après ce rappel par rapport aux réactions d'hypersensibilité de la surface oculaire, je passe aux moyens thérapeutiques. Donc, on va identifier l'allergène et essayer de faire l'éviction qui est le traitement le plus efficace. On va faire des mesures symptomatiques à type de lavage au sérum, l'alarme artificielle, les lunettes solaires. On va prescrire des antihistaminiques, que ce soit locaux ou généraux, des antidégranulomes sociétaires locaux. On peut passer, dans certains cas, aux AIS par voie cholique ou intratarsale. La cyclosporine locale et générale et la désensibilisation ou immunothérapie. Ce sont des moyens et les indications de faire au cas par cas. Donc, pour les indications, donc on va toujours opter pour l'éviction et les lavages pour diminuer l'exposition de l'œil aux facteurs irritants, aux allergènes rapportés. Ceci va aussi favoriser l'utilisation, on doit favoriser l'utilisation quotidienne du sérum physiologique sans conservateur pour sérum physiologique et les agents mouillants sans conservateur pour la conjonctivite allergique saisonnière. On évitera le port de lentilles pendant les périodes concernées. Deuxième moyen, on va opter pour le port de lentilles jetables journalières. Troisième moyen, on va prescrire les collyres anti-allergiques et de préférence, on n'utilise pas les collyres anti-allergiques sur les lentilles, d'autant plus qu'il s'agit de thérapeutiques parfois conservées.
Il est préférable d'instiller le collyre après retrait des lentilles et de suspendre le port jusqu'à obtention d'une stabilisation clinique satisfaisante. Donc, si le patient est en poussée allergique, on optera pour la dépose des lentilles. Donc, au total, le meilleur choix pour les sujets allergiques est les lentilles jetables journalières. Le port continu est interdit. Les agents mouillants sont conservateurs, sont à prescrire. On va opter pour l'éviction des allergènes, utiliser des antihistaminiques et consulter son ophtalmo, bien sûr, si, en cas de problème. Maintenant, pour les sujets qui sont porteurs de lentilles de contact, comment gérer une allergie oculaire compliquant le port de lentilles de contact? Donc, ce sont des allergies induites par le port de lentilles. On sait tous que la lentille est un vecteur potentiel d'antigènes, normalement absent de la surface oculaire, qui sont les protéines lacrymales, les bactéries, les dépôts cosmétiques et les composants des produits d'entretien. Donc, on a essentiellement deux types d'hypersensibilité qui ne sont pas vraiment des allergies. Ce sont l'hypersensibilité aux produits d'entretien et la conjonctivite gigantopapillaire. On commence par l'hypersensibilité aux produits d'entretien, qui est une réaction immunoallergique aux produits d'entretien qui survient après plusieurs semaines d'utilisation, surtout avec les lentilles souples plutôt que les lentilles rigides, et souvent sur un terrain atopique, qui sont en cause les agents antimicrobiens, les surfactants ou les chélateurs calciques type de DTA contenus dans les solutions multifonctions. Les conservateurs peuvent entraîner une instabilité lacrymale et une souffrance de la surface oculaire. Et le tableau est fait surtout de prurite oculaire marquée, larmoiement, photophobie, rougeur oculaire, gonflement des paupières, hyperémie conjonctivale, chymosis et plus rarement une kératite ponctueuse superficielle. Vous voyez, vous remarquez que les tableaux cliniques sont très semblables, donc il faut bien examiner les patients pour pouvoir mettre en cause l'allergène incriminé. Donc, devant ce type d'allergie, la conduite à tenir est soit l'arrêt de port de lentilles de contact pendant quelques jours qui va entraîner une normalisation de la symptomatologie. Donc, on a des lentilles de contact qui induisent une hypersensibilité. On va supprimer ce vecteur. Soit le problème est au niveau du conservateur, on va utiliser un système oxydant qui présente l'avantage d'exclure le conservateur. Soit on supprime le produit d'entretien. Donc, on peut aussi recourir à des lentilles jetables journalières afin de supprimer totalement la solution d'entretien de lentilles. On passe au deuxième type qui est la conjonctivite gigantopapillaire. Vous avez déjà vu cette complication dans le chapitre des complications. Dr Lejmi vient aussi de parler de cette complication. Ce n'est pas une allergie proprement dite, c'est une réaction d'hypersensibilité de la surface oculaire de mécanismes complexes et surtout mécaniques, mais aussi immunoallergiques. Donc, les lentilles de contact stimulent la production de polynucléaires et de médiateurs de l'inflammation avec amplification de la réponse au traumatisme, le tout étant aggravé par l'atopie. Donc, c'est vrai qu'il s'agit d'un sujet jeune, terrain atopique, mais surtout les facteurs de risque qu'on insiste sur le port prolongé ou permanent, les dépôts sur la lentille et surtout le renouvellement insuffisant ou l'entretien mal conduit. Donc, devant ce terrain, la conjonctivite gigantopapillaire peut survenir et elle peut aussi maintenir d'autres problèmes de surface tels que le dysfonctionnement des glandes de Möbius, ce dysfonctionnement peut aussi entretenir une conjonctivite gigantopapillaire. Donc, on est dans un cercle vicieux qu'on doit le rompre par les moyens qu'on va voir tout à l'heure. Donc, sur le plan clinique, il s'agit de sécrétions collantes, d'un inconfort du port en lentille qui augmente surtout dans le temps, une sensation de picotement, de vision floue, la survenue de papilles au niveau de la conjonctive tarsale supérieure de grande taille ou géante, avec un œdème, une infiltration cellulaire. Et ce qui est un peu remarquable, c'est que le toit des papilles qui sont de grande taille
peut être érodée et repérée par une acylation de fluoxéine. Il y a une hyperémie plus ou moins marquée, un épaississement de la conjonctive, un œdème palpébral et allant jusqu'au pseudo-ptosis dû aux papilles géantes. Donc, l'atteinte limbique est inhabituelle, les nodules de Trentaes sont rares, il n'y a pas d'atteinte cornéenne associée, donc ce qui la diffère de la conjonctivite vernale où les papilles sont aussi géantes mais avec atteinte limbique et cornéenne. Les signes surviennent d'une façon très variable entre 18 à 20 mois après le début du port de lentilles souples et même après 9 à 11 ans avec les lentilles rigides. Donc, il y a plusieurs stades. Je pense que vous avez bien étudié cette complication. Donc, la symptomatologie et surtout les signes physiques permettent de classer 4 types de conjonctivite gigantopapillaire. Je passe à la prévention. Comment éviter l'apparition de cette complication? Donc, on a 3 types de prévention. La prévention primaire donc, vise à éviter l'apparition de la conjonctivite gigantopapillaire par une bonne adaptation de lentilles de contact. On vient d'expliquer qu'il ne s'agit pas d'une allergie, mais il s'agit d'un problème d'adaptation, d'un problème d'entretien. Donc, une bonne adaptation de lentilles de contact avec un examen systématique de la conjonctive tarsale supérieure. Chez les patients, surtout à terrain atopique, on va préférer un entretien de lentilles par des solutions sans conservateur et sélectionner des lentilles à renouvellement fréquent. La prévention secondaire, elle vise à limiter l'agression et les facteurs favorisants. Donc, chez des sujets déjà aux antécédents de conjonctivite gigantopapillaire, on va préférer un rééquipement en lentilles jetables journalières. Donc ici, on a déjà des patients qui ont fait une conjonctivite gigantopapillaire et on veut prévenir les récidives ou l'apparition de cette complication d'une façon récurrente. Donc, on va prescrire des lentilles jetables journalières et ou augmenter la fréquence de renouvellement des lentilles souples, modifier les matériaux et la géométrie des lentilles rigides, insister sur l'entretien des lentilles de contact, une déprotéinisation hebdomadaire, la modification de la solution d'entretien et opter pour les sans conservateurs et bien sûr les systèmes d'entretien de type oxydant. Les traitements médicaux visent toujours à rompre le cycle inflammatoire, les sécrétions et l'encrassement. Donc, on va favoriser le lavage d'une façon très fréquente avec des solutions non conservées. Et donc, selon les stades, pour le stade 1, on change de lentille et on modifie l'entretien. Pour les stades 2 et 3, on associe en plus un traitement anti-allergique local. Et pour le stade 4, on arrête transitoirement le port d'une façon bien sûr transitoire et le temps d'obtenir une efficacité des traitements locaux. Ce n'est pas une contre-indication absolue, la conjonctivite gigantopapillaire. On peut traiter et rééquiper nos patients, surtout lorsque l'indication est médicale comme les cornées irrégulières. Donc, pour le reste du traitement médical, il y a les agonistes des récepteurs H1, les stabilisants de membrane des mastocytes et l'association antihistaminique, pas association, les médicaments à effet antihistaminique avec activité de stabilisateur de membrane. Donc, il faut limiter la sécrétion des médiateurs préformés, utiliser le collyre après retrait des lentilles de contact et les remettre 15 minutes après, et de façon générale, suspendre le port jusqu'à stabilisation clinique. Donc, les lentilles de contact et pathologie de surface oculaire, l'interaction est indéniable, mais n'est pas toujours conflictuelle, puisque la lentille de contact peut servir comme lentille thérapeutique, surtout en libérant des antihistaminiques. Donc, ici, on parle de lentilles intelligentes. Il y a plusieurs publications qui parlent des lentilles qui libèrent des
thérapeutiques, entre autres des antihistaminiques. Donc, pour conclure, les progrès scientifiques visent à éliminer les complications, développement du renouvellement fréquent des matériaux, amélioration des produits d'entretien, et il y a aussi les lentilles libérant les anti-allergiques. Mais j'insiste sur le fait qu'une bonne adaptation, une information, éducation du patient, un bon suivi sont les seuls garants d'un confort et d'une sécurité. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Donc, comme vous voyez, les allergies ne sont pas une contre-indication absolue au port de lentilles de contact. On peut équiper nos patients. Franchement, résidente, lorsque je vois des sujets allergiques, généralement, je suis très, disons, je n'opte pas pour les lentilles de contact et même je recommande aux patients de ne pas penser à cette idée. Mais maintenant, je change d'avis. Donc, on peut toujours essayer et surtout faire une bonne adaptation, un bon traitement, une information complète et essayer pour ne pas priver nos patients d'une solution parfois médicale importante. Et j'insiste surtout sur les indications où le patient, par exemple, les patients kératoconiques, qui ont des problèmes de surface qui nécessitent port de lentilles, les anisométropes, les enfants amblyopes, anisométropes, donc où les gens qui ont besoin d'équipements en lentilles de contact ne doivent pas ne voit pas écarter cette option. Docteur Lajmi? Oui, docteur Nachour. Donc, est-ce que je passe à la communication? Donc, on passe à l'adaptation de cas particuliers, diabète, grossesse, glaucome et sport. يظهر لي باش نبدا بالthérapeutique, je pense. Restons sur restant dans voilà, sur la même longueur d'onde. D'accord. On va dire de toute façon, il est rapide. C'est juste, il faut retenir certains messages clés au cas. D'accord. Alors, pour les médicaments et le port de lentilles de contact. D'une façon générale, lorsqu'on équipe un patient avec une lentille de contact, il faut essayer de faire un bilan dans le but de rechercher des facteurs d'intolérance. Et ceci essentiellement avec les lentilles souples. Donc, comme vous avez vu tout au long des séminaires, on peut avoir certains problèmes quand même. Et parmi les facteurs qui sont responsables de cette intolérance, c'est les médicaments. Donc, tel comme que vous avez une population qui est très variable, on a des sujets jeunes, des sujets âgés, on a des sujets qui sont sous traitement médical, surtout à long terme. Donc, la liste des traitements qui interagissent avec la lentille de contact, elle est très très longue. On ne va pas les aborder une à une, mais on va aborder essentiellement les mécanismes d'interaction entre les deux types de produits, c'est-à-dire médicaments et lentilles de contact. Il y en a deux, grossièrement. Il y a l'action du médicament sur la lentille et son environnement, et il y a l'action de la lentille sur la pharmacocinétique du médicament. Donc, on va essayer de voir la première ou le premier type d'action. Donc, ici, c'est le médicament qui va agir. Le médicament, comme vous savez, il va agir de deux façons. Soit il va agir par le principe actif, ou elle, le plus connu, le plus grave, c'est le conservateur. Alors, l'action sur la lentille et sur l'environnement va pratiquement se résumer dans cette diapo. Donc, on a des médicaments qui sont responsables d'hypo- ou d'hypersécrétion lacrymale, de répartition inhomogène, de modification de composition. Ou femmes, des médicaments qui agissent sur la surface oculaire d'une façon générale,
irritation, allergie, inflammation, œdème de Carnet, etc. Il y a des médicaments qui vont agir sur la lentille en elle-même, peuvent la colorer, peuvent favoriser des dépôts. Ça peut altérer même le biomatériau de la lentille. Et il y a finalement d'autres actions, mais qui vont agir quand même sur notre adaptation, comme la motricité oculaire, le réflexe de clignement, les problèmes des paupières, donc le ptosis, pour certains par exemple anti-épileptiques, alors, on va essayer de les décortiquer une à une. Donc, il y a des médicaments qui sont responsables d'altération, de modification du film lacrymal. Ceux qui engendrent une hyposécrétion, grossièrement narfo, les antimuscariniques, certains psychotropes, à la base, il y a des patients qui sont dépressifs, certains antihypertenseurs, les antiparkinsoniens, donc pour chaque médicament, la notice, ou tchouf, femme a une interaction ou elle. Par voie locale, la pilo marche utilisée d'une façon courante, mais on a les bêta-bloquants, d'accord, qui eux sont quand même assez utilisés, surtout pour la population glaucomateuse. Ou trop lourd dans pratiquement toutes les associations fixes des antiglaucomateux. Les médicaments peuvent modifier la qualité du film lacrymal. Donc, ça, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Donc, c'est l'instabilité lacrymale. C'est toujours les mêmes acteurs pour la voie locale, au menacé ou chez les bêta-bloquants, et par voie générale, kif, ça ressemble au tableau de tout à l'heure, aux zidalium, les œstroprogestatifs. D'accord? Et en partie les antihistaminiques. Les médicaments responsables de manifestations allergiques. Je vais insister et mettre l'accent essentiellement sur les traitements de l'acné. La population qui les lentilles de contact, c'est les adolescents. Donc, si on a un problème dermatologique associé, il faut faire attention. Et puis, la voie locale, il y en a plusieurs, mais chaque fois que vous avez un médicament qui est conservé par le bac, c'est également problématique. Donc, si une surface altérée, il faut bien examiner, faire attention. Et si on décide justement d'équiper ce patient, il faut le surveiller. Donc, ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, les médicaments qui agissent sur la lentille de contact en elle-même. Donc, il y a des médicaments qui colorent la lentille. D'accord? Il y a des collyres colorés, qui m'a maintenant le RIFA. Et puis, les traitements péros. Et dans cette liste, quand même, il y a des médicaments qu'on utilise assez souvent. Mathalan, l'amiodarone. Mathalan, l'hydroxychloroquine, choufoubacha. Des patients pour faire un bilan, par exemple, plaquenil pour des patients qui sont suivis en médecine interne. Donc, faire attention s'ils sont équipés en lentille de contact. Et puis, le biomatériau de la lentille. Si on a une lentille et qu'on est en train de prendre un médicament qui contient le bac, probablement, la durée de vie de cette lentille va être diminuée. Donc, ça va modifier les groupes anioniques, la balance hydrophilie-hydrophobie, et ça va altérer finalement la qualité de la lentille. Donc, ça, c'était la première action. Donc, le médicament qui va agir. Il agit sur la surface oculaire, il agit sur la lentille. Et qu'en est-il maintenant de la lentille? Donc, on a surtout les problèmes des lentilles souples. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire certaines lentilles souples? Bien sûr, tout va dépendre de leurs caractéristiques. La charge électrique, la neuronaux, la taille, la solution d'entretien. Mais ils peuvent jouer le rôle de pompe. Donc, ils vont retenir à partir des larves le médicament, donc le principe actif, que ce soit un traitement topique ou un traitement général, le principe actif peut être retenu, l'excipient et le conservateur, essentiellement pour les collyres. Donc, il va absorber ça, il va jouer le rôle d'un effet réservoir, bien sûr, selon le pouvoir d'absorption qui dépend des caractéristiques. Donc, il va jouer le rôle de réservoir. Et ce problème, il sera d'autant plus important que le temps de contact est plus important. Donc, ça va endommager la surface oculaire ou altérer la lentille. On a vu l'altération de la lentille, endommager la surface oculaire parce qu'il y aura un relargage. Imaginez un peu dans les produits d'entretien. Donc, la lentille souple, elle va jouer le rôle d'éponge pour certaines molécules essentiellement de faible poids moléculaire. Elle va les retenir, elle va les relarguer sur cette surface progressivement, ce qui va endommager la surface.
Mais cet effet réservoir, il peut être intéressant, comme vous l'a dit, donc, docteur Benachou. Il y a beaucoup de travaux qui ont travaillé sur l'effet des lentilles de contact comme libérateur d'antibiotiques, d'antiglaucomateux, de corticoïdes, d'agents mouillants, etc. Donc ça peut être intéressant, il faut faire attention pour cet effet éponge concernant les médicaments utilisés. Donc deux exemples, les plus pertinents honnêtement dans la vie courante, c'est les antiglaucomateux. Donc antiglaucomateux et surface oculaire, vous avez vu ces présentations en long, en large dans les différents congrès et les webinaires. Donc c'est grave, c'est responsable d'une non-observance, d'échec thérapeutique, de modification du choix thérapeutique. Donc le patient militati un traitement topique, je dois le tram fi SLT, je dois le tram éventuellement des traitements chirurgicaux, par exemple les mix, une des indications, mouche les mix le col, par exemple du ice de e-stent, qui permet de drainer l'humeur aqueuse dans le canal de Schlemm, c'est justement les intolérances. C'est un drainage ab interno, donc ma fiche une bulle de filtration, donc ça peut résoudre des problèmes de surface oculaire. Donc c'est un coût, c'est des risques, etc. Et en plus, vous avez une lentille de contact, donc ça devient compliqué. Pour les rétinoïdes, donc traitement de l'acné, c'est comme je vous ai dit, les adolescents, que font ces traitements-là? Eh bien, ils vont réduire le volume des glandes sébacées. Ils vont être responsables d'amincissement des couches superficielles de la peau. Donc, ils vont donner une atrophie de la glande de mébomus, ils vont aboutir à la kératinisation de l'épithélium conjonctival, ils vont altérer le film lacrymal et favoriser son évaporation, et du moment qu'il y a un amincissement des couches superficielles, eh bien, ils vont élever la concentration du staphylocoque doré un petit peu partout, principalement au niveau de la conjonctive. Donc, le port, il est contre-indiqué pendant le traitement. D'accord? Et même si on va enlever ou arrêter ce traitement, il faut savoir que la disparition de toutes ces manifestations et des signes fonctionnels reste plusieurs mois, voire une année. Donc, il faut surveiller ce patient, surveiller sa surface oculaire, et puis décider de revenir au port de lentilles de contact. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, de connaître votre lentille, le type, le biomatériau, le mode de port, les solutions d'entretien, etc. Il faut faire un listing exhaustif de toutes les pathologies, locales et générales du patient. Donc, il faut agir, il faut mener parfaitement votre interrogatoire. Donc, ça rate là où les résidents passent à côté de certaines maladies, et puis on n'est pas obligé de connaître toutes les molécules. Est-ce que ce traitement-là est compatible avec le port de lentilles de contact ou elle l'est? Et puis, il faut bien examiner votre surface oculaire. Et vous savez, vous allez savoir, si vous voulez, vous allez recenser le risque sur cette surface. Est-ce que c'est une surface qui est tout à fait normale et va tenir le coup? Elle est déjà altérée, vous allez l'altérer encore plus par le port de lentilles de contact. Donc, pour juger de l'autorisation du port de lentilles de contact, il faut peser le pour et le contre. Évaluer la sévérité, regarder la lentille de contact, les biomatériaux, le mode de port, proscrire les conservateurs, beaucoup d'agents mouillants, préférer l'acide hyaluronique, équipé en lentilles jetables journalières, qui est malheureusement problématique pour beaucoup de gens, il y a un coût sur ça, et on le dit, on le redit, c'est sans conservateur et c'est avec les agents mouillants. Pour le port de lentilles de contact et les patients qui instillent leur collyre, il est que le patient est sous collyre pour une période transitoire. Honnêtement, il faut généralement essayer d'arrêter le port. Le problème se pose pour les patients chroniques, des glaucomateux. Donc le schéma est simple. Si ce sont des sujets qui instillent le matin ou au cours de la journée, il faut enlever la lentille, instiller le collyre et attendre au moins 15 à 20 minutes avant de la reposer, bien sûr, respectant les mesures d'hygiène. Et dès que le patient va te dire une goutte le soir, par exemple ici sous prostaglandine,
il va ôter ses lentilles, et il va les remettre le lendemain. Donc voilà, je vous laisse ce schéma pour vous. C'est un algorithme qui va vous aider à prendre justement la décision de mettre ou pas votre patient sous lentilles, en fonction bien sûr de la pathologie en question. D'accord? Donc ça, c'était la première présentation. Je passe, si vous n'avez pas de questions, à la deuxième présentation. Et l'adaptation des cas particuliers, où on va retenir des messages clés et courts et précis. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bien? C'est bon? Bien. Alors, on va commencer par le cas du diabétique. Le diabétique, il a des particularités de la surface oculaire. Vous avez une variation du film lacrymal. Donc, c'est des variations qualitatives et quantitatives. Donc, diminution de la sécrétion, essentiellement de la composante réflexe, instabilité du film lacrymal. Le diabétique a des modifications conjonctivales d'emblée, les métaplasies conjonctivales squameuses. Et le diabétique, il a des problèmes au niveau de la cornée. Donc, c'est une cornée fragile, qui est peu sensible et qui cicatrise mal. Sur ça, on va lui ajouter un fond d'inflammation chronique et un risque infectieux avec le port de lentilles de contact. Donc, c'est un risque. Les recommandations. Eh bien, il faut chercher en fait ces facteurs-là chez tout patient diabétique. Diabétique très déséquilibré, comme la plupart de nos malades. Une neuropathie périphérique, une sécheresse oculaire sévère, une infection locale et chronique, une fragilité épithéliale, une hypoesthésie cornéenne, ben, tout ça, ça correspond à une contre-indication absolue du port de lentilles de contact. Donc, en dehors de tout ça, si vous n'avez pas tout ça, il faut essayer d'opter pour les jetables journalières. Avec eux, on va minimiser le risque infectieux de façon très importante et opter également pour des agents mouillants sans conservateur et une surveillance rapprochée de la surface oculaire. La grossesse. Deuxième message. Au cours de la grossesse, on a des modifications réfractives. Les rayons de courbure du cristallin changent, de la cornée, l'épaisseur cornéenne. En plus, la femme enceinte a des facteurs d'inconfort du port de lentilles de contact vu les modifications de la sécrétion lacrymale. Et en plus, elle est immunodéprimée. Et surtout, si elle présente un diabète gestationnel. Donc honnêtement, le confort et la tolérance va diminuer. Généralement, on opte pour un arrêt de port de lunettes. Et si vraiment on tient, ou bien si on a des indications optiques vraiment strictes, là, il faut bien respecter l'hygiène et l'entretien et le renouvellement de lentilles. Et comme tout porteur de lentilles de contact, proscrire absolument le port permanent. Et si vous avez des patientes indisciplinées, il faut arrêter le port. Troisième message, c'est le glaucome. Bon, c'est généralement des sujets âgés, donc soit ce sont des anciens porteurs, ou bien ce sont des sujets qui sont équipés pour presbytie. Donc, quels sont les problèmes posés pour le glaucomateux porteur de lentilles de contact? C'est les interactions avec les colliers antiglaucomateux. C'est le contrôle tonométrique. Est-ce que cette lentille de contact va modifier les valeurs pressionnelles que je vais mesurer? Est-ce que cette lentille de contact, elle va poser un problème lors de la réalisation du champ visuel? Et est-ce qu'elle peut poser problème au cours de la chirurgie du glaucome? Donc, pour les interactions médicamenteuses, on a vu. Théoriquement, on n'a pas de problème sur ça, sauf si votre patient présente une surface oculaire comme ce patient. Aîné, il faut arrêter le port. Ça n'a aucun sens. Deuxième élément, contrôle de la PIO.
les lentilles rigides, les lentilles souples, généralement, au-dessous d'une certaine épaisseur, normalement, il n'y a pas de problème. مشكلتنا هنا, c'est le problème infectieux. Ce sont des tonomètres de Goldman. Donc, إذا كان المريض باش يدخل والتونومتر ماهوش نظيف ويحط لانتي نتاعو, donc il aura une infection. Donc, تولي مشكلتنا autre. Pour le champ visuel, le port il est généralement conseillé. Donc, si vous avez une amétropie forte, vous allez avoir une meilleure qualité visuelle. Dima, en réalisant le champ visuel, il faut corriger le patient. Mais pour les lentilles des presbytes, ça peut être une cause d'erreur. Donc, on va corriger par les fers. Et pour les lentilles couleur, il faut les retirer. Ça donne un rétrécissement concentrique du champ visuel. Alors, recommandation, il faut examiner toujours la surface oculaire, proscrire certaines pratiques. Avec des patients indisciplinés, il ne faut pas mettre des lentilles de contact. Il faut respecter les modalités d'instillation. Il faut utiliser les unidoses. Actuellement, la gamme sans conservateur, elle est très large. Il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Bien conserver les flacons de collyre et l'hygiène des flacons pour éviter la contamination. Faire attention aux bêta-bloquants, tout à l'heure, que ça diminue la sensibilité cornéenne et ça altère également le film lacrymal. Pour la chirurgie du glaucome, c'est un peu compliqué puisque la lentille de contact elle est responsable de microtraumatismes. Donc, si ça rentre en contact avec la bulle de filtration, ça va être une infection. Donc, il y a certains qui préconisent l'utilisation transitoire de certaines lentilles souples hydrophiles de grand diamètre. Ça met les trabéculins, c'est dommage. Sont utilisés et peuvent d'ailleurs résoudre certains problèmes si on a une fuite d'humeur aqueuse dans les suites de la chirurgie filtrante. Donc, vous savez qu'après une chirurgie filtrante, on peut avoir un side-effect, surtout si on utilise des antimétabolites, ou bien si votre patient, vraiment, il n'arrive pas à voir sans lentille, ce qui est rare. Hein. Donc, toujours connaître le type de la chirurgie, l'état local de la bulle de filtration. Et si on a des patients qui ont utilisé des antimétabolites, le risque va augmenter. Donc, si vraiment c'est incontournable, privilégier les lentilles rigides de petit diamètre qui doivent être centrées et un délai minimal de 6 mois voire 1 an après la chirurgie filtrante. Mais honnêtement, il ne faut pas les utiliser. Hein. Donc, les contrôles vont se faire sur l'état de la surface oculaire, épithélium, cornéen, conjonctival, l'état de la bulle de filtration, test à la fluo, la néovascularisation, l'œdème cornéen et j'en passe. Donc, c'est toujours en fait un risque, honnêtement, qui est inutile. Hein. Alors, le sport. Vous avez déjà vu que les lentilles de contact, c'est une meilleure qualité visuelle, c'est un champ visuel qui est étendu, donc c'est intéressant pour certains sports. Mais il faut connaître la nature du sport pratiqué, les conditions atmosphériques, les milieux secs peuvent déshydrater les lentilles et donner une sécheresse oculaire avec un inconfort du port. Pour mesurer l'acuité visuelle optimale, mesurer certains paramètres comme la sensibilité au contraste et essayer en dehors des périodes de compétition. Femme a des sportifs de haut niveau qui désirent se faire équiper en lentilles de contact. Alors, les lentilles qui sont intéressantes, c'est pour les lentilles souples, les jetables journalières. Ils donnent un confort immédiat, un grand champ visuel, une bonne acuité visuelle, et c'est un faible risque d'infection d'une façon générale. Les lentilles rigides, il faut faire attention, elles sont non recommandées dans les sports de contact. Les lentilles souples. Le passage de poussière sous la lentille. Donc, c'est responsable de complications cornéennes. Les déplacements lors des mouvements rapides. Donc, on a la mobilité des lentilles rigides. Le coût plus élevé. Donc, c'est un problème. Et la nécessité d'un port régulier. Donc, certains sports comme le tennis, football et athlétisme, si on est obligé de porter des lentilles de contact, ça va être des lentilles souples de grand diamètre pour leur qualité de stabilité de centrage. Port de bandeau frontal,
pour tout ce qui est transpiration. Rotoben est essentiellement pour une exposition prolongée à des environnements asséchants qui vont engendrer la déshydratation des lentilles. Tout ce qui est exposition à l'eau, c'est formellement contre-indiqué, c'est à proscrire. Dans les salles de sport, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Pour les lentilles rigides et souples, on peut les porter, mais pas dans le sauna. Pour les vélos, lentilles souples, à la khatre, généralement en femme à rire, femme à poussière au col, donc ça va réduire le risque de passage de poussière sous la lentille. Mais le problème, c'est la déshydratation à cause de la vitesse. Donc généralement, ce problème peut être résolu avec des lunettes spéciaux ou avec les casques spéciaux des cyclistes. Donc c'est bien connu. Voilà, donc d'une manière générale, lorsqu'on va parler de sport, il faut bien connaître le sport, le type de mouvement, les risques infectieux et l'exposition en poussiéreuse et les facteurs atmosphériques pour le dessèchement et la déshydratation de la lentille. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on les pose, sinon on passe à la présentation suivante. Docteur Khalouli, est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, alhamdoulilah. Donc, je devine et je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va passer justement à un volet très important. À la présentation suivante. Voilà, qui est l'adaptation chez l'enfant. À vous, docteur Khalouli. Merci. Attendez. Attends. Est-ce que vous voyez ma présentation? Mazelna. D'accord. Voilà, donc c'est bon. D'accord. On passe au cours suivant, qui est l'adaptation des lentilles de contact chez l'enfant. C'est une autre situation particulière, mis à part les situations particulières qui ont été présentées par mon ami Dr Houdel Lajmi. Donc, pour introduire, en fait, au début de la contactologie, les ophtalmologistes, ou la majeure partie des ophtalmologistes, ont été réticents quant à la prescription des lentilles de contact. La réalité actuelle est tout à fait autre. Et les raisons pour ce changement d'avis est par ordre de fréquence. Déjà, l'augmentation des activités sportives, l'augmentation des études récentes qui ont été publiées, qui ont été recherchées, la sécurité, la tolérance et l'efficacité des lentilles de contact. La demande augmentante et incessante des parents et des adolescents et des enfants, la sécurité de matériel utilisé, des produits de maintenance utilisés et la disponibilité des lentilles à port journalier. La première question, quand prescrire une lentille de contact chez un enfant? En fait, la réponse est, elle est possible à tout âge. Avant l'âge de 7 ans, l'indication, elle est purement et uniquement médicale. Après l'âge de 7 ans, l'indication est aussi médicale, mais il y a des motivations sportives ou esthétiques. C'est-à-dire, on peut prescrire une lentille de contact chez un adolescent purement quand la cause elle est esthétique ou d'ordre afin de pratiquer un sport particulier. Avant toute adaptation, il faut s'assurer avant l'âge de 7 ans que l'indication elle est médicale, elle est posée par un ophtalmologiste. Il faut vérifier et évaluer la motivation des parents, il faut les informer sur le coût, la modalité de renouvellement. Il faut évaluer aussi la coopération des parents quant à la manipulation des lentilles de contact. Par contre, à l'adolescence,
Il faut, par contre, évaluer le niveau de maturité et de responsabilité de l'adolescent pour qu'il adhère à cet équipement. Évaluer aussi la motivation et la coopération de l'adolescent et il faut toujours vérifier la balance bénéfice-risque. Commençons avant l'âge de 7 ans. Donc, équiper qui? On a dit tout à l'heure que les indications sont purement médicales. La première indication, donc les cataractes congénitales, c'est pour corriger la phakie secondaire après la phacoemulsification de la cataracte congénitale. Les myopies fortes, les anisométropies fortes, les strabismes accommodatifs et les nystagmus. Commençons par les cataractes congénitales. Donc, de première intention, si pas d'implantation, et de deuxième intention, après implantation, si on est devant une erreur réfractive ou bien devant une anisométropie. On peut prescrire les lentilles de contact en association avec le traitement de l'amblyopie par occlusion. La deuxième indication, c'est les myopies fortes. En fait, le port prolongé permet une bonne et une meilleure stimulation visuelle. Les avantages des lentilles de contact, elles préservent la taille réelle des images chez les myopes forts sans un effet optique perturbateur. Et il augmente aussi le champ visuel. Donc, les lentilles de contact améliorent la qualité de vie. Donc, les myopes ils vont débarrasser des lunettes qui sont lourdes et inesthétiques. La troisième indication, ce sont les anisométropies. Donc, lunettes mal tolérées. Les lunettes mal tolérées, donc échec de traitement de l'amblyopie. Donc, les lentilles de contact offrent une meilleure observance de part de la correction optique et ils peuvent s'appuyer par occlusion. Une autre indication, ce sont les strabismes accommodatifs. Donc, les lentilles de contact soulagent la convergence. Elles permettent de réduire l'effort. Les nystagmus, donc, les nystagmus lentilles de contact, elles offrent plusieurs avantages. Il améliore la qualité de vision. Elles permettent un gain en acuité surtout binoculaire et ils permettent d'utiliser la position de blocage préférée par le patient. Donc, ils permettent en résumé un confort de vision amélioré. Quoi prescrire? Donc, de première intention chez les enfants avant l'âge de 7 ans, c'est la lentille rigide perméable au gaz. Si échec, on va basculer vers les lentilles souples à renouvellement fréquent. Pour les avantages des lentilles rigides, donc elles offrent une meilleure sécurité avec un port prolongé maximal d'1 mois, une limitation et une facilité de manipulation, surtout on est devant un enfant en bas âge, une meilleure qualité de vision en cas d'astigmatisme, une symptomatologie bruyante et une simplicité de surveillance. La même technique d'adaptation que l'adulte, donc il faut un centrage, vérifier la mobilité, image de fluo aussi. Il faut favoriser les grands diamètres parce qu'il y a un risque de perte et elle offre un meilleur confort. Favoriser les lentilles toriques internes en cas d'astigmatisme cornéen supérieur à 3 dioptries. Le risque principal chez les enfants dont l'âge est inférieur à 7 ans, c'est les pertes. Le risque infectieux reste faible avec les lentilles rigides et l'intolérance, c'est un syndrome sec et l'allergie qui sont liés principalement aux produits d'entretien. Pour les lentilles souples, l'avantage que donc sur le marché, il y a une large gamme sur mesure, le renouvellement il est plus fréquent, la manipulation elle est plus difficile et le risque infectieux il est accru par rapport aux lentilles rigides. Donc, comment utiliser les lentilles rigides? Donc, c'est un port prolongé nuit et jour pendant les activités sportives. Deux contre-indications, je tiens à attirer votre attention, qu'en cas de natation en piscine et infection rhinopharyngée ou fièvre intercurrente, il faut enlever les lentilles rigides. Il faut enlever donc les lentilles pour nettoyage une fois par semaine. Pour les manipulations, donc, ils sont réalisés par les parents quand l'enfant est âgé de moins de 5 ans.
Il faut un bon apprentissage, beaucoup de patience. Parfois, c'est des situations qui sont mal vécues par l'enfant et il faut s'aider devant tous. L'implication progressive de l'enfant, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Comment surveiller? Donc, il faut faire toujours une réfraction sous cycloplégique tous les 3 mois, renouveler les lentilles 2 fois par an, surveiller la tolérance par un examen de la surface oculaire, surveiller l'amblyopie, là, donc, on a toujours besoin de la coopération de l'orthoptiste et surveiller la compliance par un soutien psychologique. Pour l'adolescent, donc, quelle lentille prescrire pour un adolescent? Donc, lentille rigide pour les corrections importantes et les astigmatismes et un renouvellement quotidien pour les lentilles souples. On peut prescrire les lentilles d'orthokératologie pour certains myopies qui va être après présenté par Dr Bouledi. Quelles précautions? Il faut respecter les règles d'entretien. Donc, traitement anti-acnéique, il est contre-indiqué chez l'adolescent. Coupe de cheveux adaptée, protection avec les lunettes de soleil et lentilles jetables ici en cas de baignade. Pour conclure, donc l'adaptation de l'enfant, elle est possible moyennant une collaboration étroite entre la famille, les parents, le contactologue, l'orthoptiste, l'éducateur à l'école, le psychologue afin de vérifier donc en permanence la motivation afin de garantir le confort de l'enfant. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Khalouli. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, comme je pense qu'il n'y a pas de questions, on va passer à la présentation de Dr Bouledi. Bonjour. Docteur Ben Achour. Bonjour, Dr Bouledi. Bonjour. Je commence. Normalement, c'est la dernière présentation. Oui, Dr Bouledi, c'est la dernière présentation qui va porter sur l'orthokératologie présentée par professeur Mejda Bouledi. Et après cette présentation, on pourra clôturer notre CEC. Donc, à vous de la parole, Dr Bouledi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui.
Oui, docteur Bouli. Alors, bonjour tout le monde. On va voir ensemble aujourd'hui l'orthokératologie. Donc, du fait de l'augmentation de la prévalence de la myopie, de par le monde, comme vous voyez que la prévalence de la myopie a doublé entre 2000 et 2020, ceci a entraîné une augmentation de la fréquence des complications maculaires, le décollement rétinien, la cataracte et le glaucome. Et donc, ces complications, la fréquence de ces complications augmente avec le degré donc, de la myopie. Tout ça a amené à penser à des moyens de traitement dans le but de freiner l'apparition, donc de freiner la progression de la myopie. Bien sûr, le meilleur traitement reste la prévention, mais la myopie est une maladie multifactorielle dans laquelle des facteurs génétiques interviennent. Donc, des traitements sont proposés. Certains sont efficaces, d'autres sont encore en cours d'évaluation pour freiner ou du moins ralentir la progression de la myopie vers la myopie forte ou la myopie donc, qui peut engendrer des complications parfois difficiles de traiter. Donc le but, voilà, c'est d'avoir une myopie de moins de 4 dioptries, puisque au-dessus de moins 4 dioptries, les risques de complications sont multipliés par 10. Alors, il y a des mesures préventives qui pourraient intervenir, disons, dans la prévention de l'apparition de la myopie, pas vraiment dans la diminution donc, de la vitesse de progression, à savoir l'exposition à la lumière du jour en favorisant l'éclairage naturel pour les différentes activités. Donc, il faut toujours conseiller aux parents de faire pratiquer à leurs enfants une activité extra-casanière. Pour tout ce qui est éclairage domestique, il vaut mieux privilégier les éclairages type blanc-chaud, donc éviter les éclairages utilisant de la lumière bleue, donc les blancs froids. Éviter les écrans surtout le soir ou les jouets qui émettent une lumière bleue, notamment donc des lumières LED qui émettent dans le bleu. Alors, la rétine qui a une forme oblate, quand il y a, va entraîner donc un défocus hypermétropique périphérique. Et voilà, ceci va donc avoir comme information que c'est un œil hypermétrope et donc il va y avoir une sécrétion de facteurs de croissance et donc l'œil va être à chaque fois en augmentation de la longueur axiale en réponse à cette fausse hypermétropie en fait, d'où apparition de la myopie. Donc, ceci va entraîner un allongement de l'œil qui va entraîner donc l'apparition de la myopie et entraîner une forme prolate rétinienne. Ceci va entraîner une augmentation du défocus hypermétropique et donc apparition d'un défocus myopique central. Donc c'est ça, plus ou moins, une des hypothèses qui est évoquée dans l'apparition de la myopie. Donc il y a cette hypermétropie donc, périphérique qui va engendrer un signal donc, de fausse hypermétropie, générer la sécrétion de facteurs de croissance, augmente allongement de la longueur axiale et donc apparition d'un défocus myopique central. Et donc, les lunettes, en entraînant une projection de l'image sur la rétine, mais ne va pas diminuer ce défocus hypermétropique. Donc, ne va pas protéger contre la progression de la myopie. Ce défocus hypermétropique périphérique va persister et donc l'œil va toujours être perçu comme un œil hypermétrope et donc va entraîner une augmentation de la longueur axiale. D'où le but de l'orthokératologie qui va entraîner un aplatissement donc par une géométrie inverse de la cornée qui va donc agir sur ce défocus hypermétropique et entraîner plutôt un défocus myopique. Et c'est ce mécanisme de défocus myopique qui est engendré par la lentille d'orthokératologie qui est incriminée dans donc la diminution de la progression de la myopie. Donc, voilà
ce qui se passe pour la myopie non corrigée et aussi pour la myopie corrigée par lunettes, on a toujours un défocus hypermétropique périphérique et donc ceci va entraîner une augmentation donc, de la myopie. Alors que l'orthokératologie, par le biais donc, de l'aplatissement cornéen, ceci va entraîner plutôt un défocus myopique périphérique et c'est ce mécanisme-là qui est responsable de la freination et de la diminution de la vitesse de progression de la myopie. Alors, quelles sont les conséquences oculaires de cette lentille à port nocturne qui va être prescrite chez l'enfant? Alors, sur l'épithélium, on peut avoir un amincissement central avec augmentation d'épaisseur en moyenne périphérie, sans altération des fonctions cellulaires. Au niveau du stroma, il peut y avoir une inhibition de l'œdème stromal nocturne et de l'œdème en moyenne périphérie, légère augmentation des protéoglycales, augmentation de la densité des kératocites. La membrane de Bowman, pas de modification. L'endothélium, pas de modification. Pas de modification des larmes et pas de modification de la pression intraoculaire. Donc, il n'y a pas vraiment de modification structurelle cornéenne significative. Alors, les lentilles de contact d'orthokératologie vont modifier le profil cornéen afin d'obtenir une cornée oblate. Voilà. Et donc, ceci va permettre une vision nette et un bon contraste avec une zone annulaire concentrique qui est plus serrée entourant la zone centrale et une périphérie cornéenne inchangée. Quelles sont les indications de l'orthokératologie? Les réfractions sphériques entre moins 0,75 et moins 4 dioptries. Une freination de la myopie après l'âge de 8 ans, l'âge d'indication, pas avant. Valeur cylindrique jusqu'à moins 2,5. Conforme à la règle et moins 1,5 non conforme à la règle, une bonne excentricité cornéenne, lorsque l'astigmatisme total est égal à l'astigmatisme cornéen, pas d'astigmatisme interne, et aussi un autre facteur, une autre indication à prendre en considération et qui n'est pas moindre, c'est la bonne motivation et la compréhension de la part du patient. Donc l'enfant doit vraiment être coopératif, il doit vraiment être conscient du bénéfice de ces lentilles et du risque, notamment infectieux, lors de la non-observance des règles d'hygiène. Donc, réfraction sphérique entre moins 0,75 et moins 4 dioptries, minimum 8 ans, des valeurs cylindriques tolérées jusqu'à moins 2,5 conforme à la règle, moins 1,5 non conforme à la règle, une bonne excentricité cornéenne, absence d'astigmatisme interne et une bonne motivation. Quelles sont les limites? Les grands diamètres pupillaires lors de fortes corrections, rayon cornéen très plat, lorsqu'il y a une irrégularité de la cornée, donc les cornées irrégulières, et en cas de syndrome sec sévère. Une information complète sur les possibilités et les effets de l'orthokératologie doivent être donc fournies aux parents et aux patients. Le patient doit être au courant des modifications cornéennes prévisibles et être prêt à assumer les contraintes d'une adaptation avec une série de rendez-vous de contrôle à date fixe. Donc, on va tenir compte de la réfractométrie, du diamètre cornéen, un examen ophtalmo complet et de la topographie cornéenne. On va ensuite, donc, sur un logiciel, donc, selon le fabricant, envoyer donc, les données par email. Le fournisseur, le fabricant va fabriquer donc, la lentille d'orthokératologie et donc on va revoir le patient chez qui on va adapter donc, la lentille. L'adaptation, elle est médicale, elle doit se faire par l'ophtalmologiste. Donc, on va mettre la lentille, on va garder le patient à la consultation et le revoir après une demi-heure. Puis, donc, lui montrer comment la lentille doit être portée, le voir après une demi-heure pour voir la tolérance et la qualité de l'adaptation, le revoir le lendemain avec ses lentilles, puis après une semaine, toujours le matin, puis après 3 à 4 semaines, soit le matin, soit en fin d'après-midi, ensuite des contrôles réguliers, tous les 6 mois. La lentille, elle est à changer tous les ans et on n'insistera jamais assez sur l'entretien de la lentille.
Alors, l'analyse de l'image fluo n'est pas suffisante pour attester de la qualité de l'adaptation. Elle permet seulement d'éliminer les anomalies importantes s'il y a eu erreur dans les mesures topographiques, s'assurer de la bonne clairance centrale et périphérique sous la lentille et vérifier la bonne motilité. C'est l'image topographique qui constitue un élément essentiel pour vérifier que la lentille est bien adaptée. On a en fait 3 images topographiques du bull's-eye. Le centrage est satisfaisant, indiquant une bonne adaptation de la lentille. Donc, la lentille a aplani le centre de la cornée, produisant donc une réduction de la myopie. Le central island, lorsque la lentille est bien centrée ou basse, donnant donc c'est une adaptation serrée. Et le smiley face, qui donne un aspect de smiley, avec aplatissement cornéen. Donc, c'est l'adaptation en bull's-eye qui doit être le témoin d'une bonne adaptation. Le central island, c'est plutôt une adaptation serrée. Et le smiley face, c'est plutôt une adaptation plate. Donc, on doit exiger cet aspect topographique pour dire que la lentille est bien adaptée. Quelles sont les complications des lentilles d'orthokératologie? On peut avoir des complications mécaniques à type de décentrement de la lentille en cas de mauvaise adaptation. Le corneal staining, lorsque la lentille est plate ou bien quand on a des dépôts sur la face interne. Le ventousage, en dehors d'un serrage, c'est une pathologie qui est patient-dépendante, donc due à la malléabilité cornéenne ou à la viscosité des larmes, donc en dehors de toute manière, en dehors d'une adaptation de bonne qualité. Alors, par rapport aux lunettes, en dehors de la vision de près qui est meilleure pour donc les lunettes, tous les autres paramètres sont meilleurs en faveur donc, de l'orthokératologie, à savoir la vision en général, la vision de loin, les symptômes d'intolérance, la satisfaction, la possibilité d'effectuer des activités, donc en moyenne les différents symptômes. Donc, en dehors du fait de la satisfaction globale qui est meilleure pour l'orthokératologie est plus efficace que la correction par lunettes pour contrôler l'évolution de la longueur axiale chez les enfants myopes, avec une adaptation facile et une bonne sécurité. Donc, pour reprendre, pour contrôler la myopie, pour prévenir la myopie 2 heures par jour en lumière naturelle, il n'est pas nécessaire de prescrire des filtres pour des enfants qui ne sont pas myopes. Il faut limiter les écrans, le travail de trop près, surtout le soir, et éviter tout ce qui est éclairage en blanc froid dans les chambres. Quand la myopie apparaît et qu'on est dans les avec un astigmatisme acceptable, on peut à ce moment-là indiquer des lentilles d'orthokératologie. Donc, d'autres moyens thérapeutiques sont quand même utiles à connaître, à savoir les lentilles souples de freination, c'est des lentilles multifocales qui auraient un effet aussi bénéfique, mais qui reste moindre par rapport à l'orthokératologie. On peut aussi, avant l'âge de 8 ans, prescrire des verres avec prisme. Ça pourrait diminuer la progression de la myopie. En tout cas, en France, c'est ce qu'on fait actuellement, surtout pour les ophtalmopédiatres. Ils prescrivent des lunettes avec prisme pour les enfants myopes dès l'apparition de la myopie. L'atropine à 0,01%, elle est prometteuse. Elle a des effets bénéfiques sur la progression de la myopie. Ce sont des effets qui sont prouvés. Elle permet donc de surseoir aux limites de l'orthokératologie, à savoir le port nocturne, la mauvaise tolérance de la myopie, le fait de devoir convaincre un enfant de porter les lentilles tous les soirs. Seulement, actuellement, il y a 2 inconvénients. C'est l'effet de rebond qui apparaît à l'arrêt du traitement et le fait de ne pas avoir à disposition de forme galénique dosée à 0,01%.
Donc, jusqu'à ce jour, c'est des préparations hospitalières qui sont confrontées donc aux problèmes de stabilité des collyres. Et puis aussi, en association avec les autres méthodes, donc on peut associer par exemple les lunettes prismées avec l'atropine, mais aussi on peut associer l'orthokératologie avec l'atropine, surtout pour les cas de myopie qui paraît très évolutive avec une évolution supérieure à 1 dioptrie par an. Donc en conclusion, il ne faut pas se contenter de corriger la myopie. On ne va pas, à l'heure actuelle et devant l'arsenal donc de moyens thérapeutiques dont on dispose, il faut quand même, en cas de myopie, proposer les lunettes prismées. On ne les a pas encore en Tunisie. Il faudra peut-être voir les résultats à long terme de ces lunettes et les proposer pour des myopies débutants avant l'âge de 8 ans. Il faut essayer donc de traiter en utilisant les moyens à notre disposition, l'orthokératologie, les lentilles multifocales, l'atropine à 0,01%, la pyrazépine aussi, qui est aussi comme l'atropine, c'est un agent muscarinique, qui a des effets aussi bénéfiques comme l'atropine, mais qui n'existe pas encore sous forme de collyre. Et puis aussi, encourager les activités extérieures, les activités extrascolaires extérieures, et diminuer absolument le temps passé devant les écrans, le réduire en fonction de l'âge. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Bouledi. Si vous avez des questions sur la présentation de Dr Bouledi. Juste, j'ai voulu leur montrer un graphique par rapport à la présentation. Voilà. En fait, les différents moyens thérapeutiques selon l'efficacité. Donc, tout ce qui est sous correction, c'est vraiment inefficace et même délétère. Pour donc les lentilles aussi, les lentilles souples, elles ne sont pas très efficaces. Les lentilles multifocales, elles sont efficaces et pourraient réduire jusqu'à un peu moins que 30% donc la vitesse de progression de la myopie. Les lentilles rigides, par rapport à l'orthokératologie, on peut dire qu'elles sont inefficaces. L'orthokératologie est nettement meilleure. Et puis aussi, les agents donc, qui sont prometteurs, c'est l'atropine qui diminue très bien, mais on n'a pas encore donc, les formes galiniques disponibles et puis qui pourraient être confrontées à un rebond après l'arrêt du traitement. Voilà, je vous remercie. Docteur Bouledi, j'ai une question. Bon, j'ai pas bien saisi le mécanisme d'action de l'atropine pour diminuer l'évolution et la progression de la myopie. Allô? Oui, docteur Bouquet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que Dr Bouledi est là? Sinon, je vais prendre la parole. Dr Bouledi? Alors, si Dr Bouledi n'est plus là, en fait, comme vous savez tous, l'élément princeps, la première chose dans notre évolution de la myopie, et là, juste, voilà, oui, c'est mieux. Alors, en fait, pourquoi la myopie, elle va évoluer? Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on s'acharne en tant qu'ophtalmologiste à assurer une distance focale et une image qui est centrée sur la macula, pour permettre une meilleure acuité visuelle. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, que ces myopes-là, ils ont une longueur axiale qui est plus grande que la normale dans la majorité des cas. Et donc, l'image qui arrive au niveau de la périphérie rétinienne est une image qui est très floue par rapport à celle
qui arrive au niveau de la macula. Et il y a on va dire, probablement, selon les théories qui existent actuellement, l'œil, il va essayer de rapprocher au maximum la rétine de l'image qui est nette, et donc on aura une progression de la myopie. L'œil va s'agrandir et essayer de rapprocher cette image défocalisée qui est derrière la rétine sur la rétine, en périphérie, je parle. Et donc, pour annuler ça, en fait, dans les études randomisées et les méta-analyses d'études randomisées, on a prouvé actuellement que l'atropine à 0,01 avait un rôle très important et pouvait diminuer la progression de la myopie chez les enfants. Et le seul problème avec l'atropine, c'est que dans l'officine, on n'a que l'atropine à 1%, alors qu'on a besoin de 0,01%. Et donc, ce n'est pas commercialisé. Et n'oubliez pas que les produits atropiniques chez les enfants peuvent donner, rarement, mais ils peuvent donner des complications graves. C'est pour ça qu'on ne s'est pas tous mis à prescrire de l'atropine à tous nos enfants. Ben, la deuxième chose, c'est voilà, tu as demandé la physiopathologie. En fait, l'atropine, elle va mettre au repos un tout petit peu le corps ciliaire. Et en fait, il s'est avéré que le corps ciliaire, par sa contraction, il avait un rôle très important dans cette progression. Et donc, le fait de le mettre au repos, mais pas totalement, c'est pour ça qu'on a mis l'atropine à 0,01%, pouvait réduire cette progression de la myopie. La deuxième Désolée, chose... j'avais un appel urgent avec Ardé chez un malade aux urgences. Ça va, j'ai pris le main, docteur Boulet. J'ai pris la main. Donc, la deuxième chose, c'est l'orthokératologie. Et l'orthokératologie, les dernières études, elles ont montré aussi qu'elle avait un effet très important pour la correction de la myopie le matin. Soyons clairs, les enfants qui auront une orthokératologie, ils vont avoir 8, 9, 10 dixièmes le matin, mais à 6 heures du soir, il faut leur mettre les lunettes parce qu'ils ne vont pas avoir net. Ils vont avoir dans les 4, 5, 3 dixièmes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ces lentilles d'orthokératologie tous les soirs. Et en fait, n'oubliez pas, et concernant la freination de la myopie, il y a certains effets qui est minime par rapport à celui de l'atropine, mais il est associé aussi à un effet rebond à l'arrêt de l'orthokératologie. La troisième chose, c'est les lunettes avec un petit défocus ou un prisme. C'est des lunettes qui donnent au niveau de la périphérie rétinienne une image plus proche de la rétine, donc ça freinerait. Les études randomisées, les méta-analyses n'ont pas encore tranché. Justement, ça aurait peut-être un effet, mais ce n'est pas vraiment un consensus, ce n'est pas un effet prouvé de manière forte sur le plan scientifique. Ça commence à être sur le marché tunisien. D'ailleurs, comme le concurrent Taresilor, comment il s'appelle, il a sorti des lunettes spéciales. شكون Rodenstock شكون؟ Rodenstock الاخر concurrent في تونس l'allemand Optilab. oui, voilà. Et c'est les Rodenstock. Oui, voilà. Ils ont sorti les lunettes Myopia et Myopia Plus, mais bon, ça Oui, mais pourrait... ce serait bien de les prescrire chez les enfants quand des Et il faut enfants la firme ont des place, en tout antécédents cas, familiaux ou عمره 7 سنين ولا 5 ans et qui commence sa myopie ou un des antécédents familiaux de myopie forte. Oui. C'est bien de les tenter, pourquoi pas, on ne fait rien. Et voilà. Mais sur le plan scientifique, c'est pas Rien n'est encore adapté. Voilà. Juste pour rajouter, pour l'atropine, au départ, la concentration de l'atropine était à 0,05. Et il y avait justement des effets secondaires, surtout la dilatation pupillaire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont comparé l'atropine 0,05 et 0,01
et ils ont trouvé les mêmes effets sur la myopie avec moins d'effets. Beaucoup moins d'effets que 0,01. Maintenant, le mécanisme exact de l'atropine pour freiner la myopie n'est pas bien connu et ça agirait justement au niveau de l'accommodation. Ça paralyse l'accommodation et donc ça pourrait avoir un effet, voilà, ça diminue la vision de près et ça pourrait justement, la vision de près, a un effet sur la myopie, sur l'apparition et c'est un effet pharmacologique en fait, le défocus myopique. Ça peut entraîner un œil qui voit tout le temps de près, ça peut aussi favoriser la sécrétion des facteurs de croissance, donc par le biais de l'accommodation. Et donc le fait de paralyser de façon chronique ou de diminuer l'accommodation, ça pourrait entraîner une freination de la myopie. Mais le mécanisme exact n'est pas aussi bien connu que pour le mécanisme de l'orthokératologie. Après, il y a une autre molécule qui est la périnzépine, qui est comme l'atropine, c'est un parasympatholytique, mais qui a un effet qui entraîne une dilatation moindre pupillaire et donc il serait mieux toléré par rapport à l'atropine. Mais ça reste toujours des mécanismes probables et non pas sûrs. En fait, docteur Bouled, si vous permettez, le plus important pour nos enfants, c'est de stimuler toujours la vision vers l'horizon. En fait, quand on était jeune, on a pu aller voir la campagne et regarder très loin, ce qui stimulerait en fait la périphérie rétinienne. Les jeunes, ils ne regardent même pas l'horizon. Et d'ailleurs, si vous voyez les études, il y a même une épidémie actuelle en Asie, du Sud de myopie et on arrive jusqu'à 80% d'enfants myopes. C'est pour ça qu'ils organisent actuellement des campagnes, ils يشوفوا الريف يشوفوا l'horizon les parcs pour en fait diminuer cette myopie. اللي ننصحكم هزوا صغاركم وصيوا مرضتكم يهزوا صغارهم لبرا يمشيوا يدوروا et pourquoi pas donner ces lunettes là et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions les enfants? Docteur Benachour? Allô? On a fini, c'est bon? Oui, on a fini. Il me reste de vous remercier, de remercier le reste des orateurs, de remercier les candidats pour leur patience. Docteur Boukeli, oui, ils ont eu quand même des cours à distance. Oui. Docteur Benachour, à vous l'honneur de clôturer ce CEC d'ophtalmologie. Je remercie tout le monde d'avoir assisté. Malheureusement, on a fini pratiquement les derniers séminaires à distance. On aurait aimé continuer en présentiel. Je vous souhaite une bonne révision. Je tiens à préciser que c'est le début de l'apprentissage de la contactologie. Hakawale, Dr. Boukeli. يعني قلت لهم انا رانا باش نعطيوكم المفاتح boîte à outils où c'est à eux de faire leur apprentissage sur le plan pratique avec des patients ou voilà. Donc on a veillé à donner des cours les plus complets possibles avec tout ce qui est fondamental, tout ce qui est fondamental sur le plan physiologique, anatomique, mais aussi sur le plan matériaux, produits d'entretien, géométrie de lentilles, et tout ce qui est technique, adaptation et les différents aspects cliniques, et tout ce qui est organisationnel et médico-légal, et bien évidemment le suivi et les complications. Donc on a essayé de tout aborder. C'est vrai que la quantité à réviser vous paraîtra énorme, mais le plus important est d'avoir
le support le plus complet possible. Et par rapport à l'examen, il ne faut pas il ne faut pas avoir peur, puisque normalement, beaucoup de choses sont connues, des objectifs de l'ophtalmologie, pratiquement tout ce qui est surface, anatomie, physiologie ou autre, c'est étudié auparavant, ce sont des prérequis. Reste tout ce qui est indication, géométrie, ou normalement c'est bien, normalement c'est fait à plusieurs reprises dans pratiquement plusieurs séminaires. Et pour tout ce qui est technique et pratique, on va, Inch'Allah, bientôt faire des ateliers pratiques pour fixer les idées et pour avoir la main pour pouvoir commencer justement la contactologie. Donc, on vous souhaite une bonne révision et on souhaite que cet enseignement au CCEC vous servira pour entamer une surspécialité qui est très en vogue. Et surtout qui est très intéressant, et même pour les sujets qui ne veulent pas pratiquer cette surspécialité, on doit avoir le minimum pour tout omnipraticien ophtalmologiste, pour les indications, pour les équipements simples et pour pouvoir passer la main justement lorsque le patient aura besoin de porter des lentilles dans un but médical. Merci pour tout le monde, merci les enseignants de ce CEC et merci tous les candidats. Inch'Allah benjeh. Votre feedback est très intéressant par rapport au CEC. Certainement, on a quelques soucis, que ce soit le programme, le contenu, fond ou forme. On est toujours ouvert pour rectifier, pour améliorer. Donc, n'hésitez pas à faire un feedback, à donner votre avis concernant le déroulement du CEC, concernant le contenu, ou quoi que ce soit par mail ou un questionnaire, n'hésitez pas à répondre ou le formulaire, ça sera anonyme, sinon par mail ou par message ou tout ce que vous voulez, on est là pour améliorer et ce sera dans l'intérêt du CEC et pour les prochaines promotions. Je ne vous retiens plus. Passez un bon week-end et au revoir.